nous allons vous parler avec Maître Rob de la succession de la personne protégée, mais on aurait voulu vous rappeler un petit peu tous les actes qui peuvent être en amont, c'est-à-dire lorsque le majeur protégé, lui, vient à la succession, parce qu'on tend à une succession, la succession de ses auteurs, parce qu'il est évident qu'en tant que mandataire judiciaire, vous pouvez être amené à assister la personne vulnérable à l'occasion d'actes patrimoniaux. Et on va vous rappeler quelques petits points qu'il convient d'avoir en tête. C'est qu'il y a deux lois qu'il faut avoir en tête. C'est la loi de la réforme, de la réforme des successions du 23 juin 2006 et puis la loi, bien sûr, sur les incapacités du 5 mars 2007. Et ces deux lois, en fait, elles donnent énormément de pouvoir à l'autonomie de la volonté. Et l'autonomie de la volonté, là, va permettre de trouver des techniques patrimoniales pour coller au mieux de la situation du majeur protégé. Alors, il y a beaucoup de techniques patrimoniales lorsqu'il est héritier auxquelles vous pouvez être confronté. Par exemple, on va vous proposer une entrée dans la SCI. Ou alors, pourquoi pas, un contrat d'assurance vie avec du démembrement de propriété. Vous pouvez être confronté à ça lorsque vous l'assistez. Vous pouvez aussi être confronté au problème des libéralités graduelles ou résiduelles. Maître Rob et moi, nous voulions attirer votre attention sur deux points qui sont une révolution de la loi de la réforme des successions. Premièrement, la donation-partage transgénérationnelle et deuxièmement, la renonciation à l'action anticipée à la réduction. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ces deux possibilités? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'auparavant, dans le Code civil, une personne, un enfant, devait avoir une part de réserve qui était intangible et qui correspondait à une certaine quote-part des biens de son auteur. Eh bien, depuis 2006, cette réserve, elle a changé de physionomie puisqu'elle peut être servie en valeur, c'est-à-dire que ça peut être de l'argent que reçoit la personne. Et il est tout à fait possible de trouver des montages où vous voyez ces illustrations. Premier montage, la donation-partage transgénérationnelle. Imaginez un grand-père qui a des enfants et l'un de ses enfants a un enfant qui est sous tutelle ou sous curatelle. Et le grand-père, il dit, somme toute, moi, mon fils, mes enfants, ils ont bien réussi. Je veux plutôt transmettre à mon petit-fils qui en a plus besoin. Et puis, mon fils, somme toute, il n'en veut pas. Il est prêt à renoncer à cette succession. Et bien, la loi du 23 juin 2006, elle va permettre à la personne protégée d'hériter directement de son grand-père par un mécanisme de renonciation de son propre père qui va lui permettre d'hériter de son grand-père. Et on permet ainsi un saut de génération. On évite ainsi la transmission du grand-père à son fils, puis du fils au petit-fils. Donc ça permet, vous voyez, des optimisations et de faire du sur-mesure par rapport à la personne protégée. Imaginez au contraire, un autre cas sur lequel on a voulu mettre l'accent, la possibilité de renonciation anticipée à l'action-réduction. Normalement, la réserve auquel un enfant peut prétendre, on vous l'a dit, c'est intangible. Eh bien, la loi de 2006, elle permet de renoncer par avance aux enfants, et à dire, voilà, je promets en fait par avance de ne pas remettre en cause des libéralités qui ont pu être conclues au profit de mon frère majeur protégé. Donc ça sécurise cette libéralité. Donc on appelle ça la renonciation anticipée à l'action-réduction, c'est-à-dire que l'un des frères et sœurs va dire par avance chez le notaire, enfin c'est une procédure assez lourde, voilà, moi cette libéralité que mon père fait à la personne protégée pour l'avantager, qui empiète a priori sur ma part de réserve, je m'engage à ne pas, au décès de mon auteur, du père, de contester cette libéralité. Donc vous voyez, ça sécurise la transaction, puis ça sécurise ce qu'a voulu faire le papa au profit de la personne vulnérable. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que cette loi, elle organise tout un tas d'outils pour permettre une transmission raisonnée et intelligente, et ça permet au profit de la personne vulnérable. Donc il y a beaucoup de choses à faire, et c'est des choses auxquelles vous pouvez être confrontés. Petite précision, on s'est dit, avec l'entrée en vigueur de la loi de 2006, on s'est dit, mais après tout, est-ce qu'un majeur protégé, il ne pourrait pas lui aussi, à l'occasion d'une donation, renoncer par anticipation à cette fameuse action-réduction au profit de ses frères et sœurs, si par exemple on lui donnait un peu différemment que sa part de réserve?
Eh bien, ça a été résolu en 2007 par la loi de 2007. Le tuteur, eh bien, c'est un acte qu'il n'a pas le droit de faire, même avec l'autorisation du juge des tutelles. On considère que c'est un acte très grave et le majeur en tutelle ne peut pas renoncer par anticipation à une action-réduction, c'est-à-dire à une libéralité faite au profit de ses frères et sœurs qui empiéteraient sur sa propre part de réserve. Donc vous voyez, il y a des petits... On ne vous demande pas de connaître par cœur tous ces mécanismes, mais lorsque vous présenterez chez le notaire avec la personne vulnérable, de pouvoir dire, tiens, voilà où on en est, ici c'est une renonciation anticipée, là c'est une donation partage transgénérationnel. Puis aussi, il y a le point où la personne, l'auteur de la personne vulnérable est décédé, puis vous vous retrouvez chez le notaire avec un certain nombre d'actes et Maître Robe va vous les exposer. Oui, merci. Effectivement, moi je suis là vraiment avec ma casquette d'avocat pour vous dire aussi les difficultés auxquelles je suis confrontée, et en pratique c'est le plus souvent, ou en tout cas fréquemment, lorsque je suis avocat d'un majeur vulnérable mais qui a la qualité d'héritier. Donc c'est pour ça qu'on ne va pas traiter que de ça parce qu'on est un petit peu à la marge du sujet, mais c'était important pour nous de vous en parler, considérant que si nous on y est exposé, vous devez l'être également en qualité de mandataire judiciaire. Et donc, juste attirer votre attention sur la nécessité pour vous, en qualité de mandataire, de vous référer à la nature de la mesure, qui peut donc être une curatelle ou une tutelle, je prends ces deux exemples-là, et à l'organisation de la mesure qui peut avoir été très largement déclinée dans la décision du juge. Et là, il faut faire confiance aux avocats, s'il y en a dans les procédures, pour faire des demandes particulières et utiliser tout le champ du possible de la loi qui est vaste, parce qu'effectivement, il y a des décisions assez ordinaires où il y a simplement une mise sous tutelle. Il y a des décisions beaucoup plus travaillées avec l'esprit de la loi qui est de conserver au maximum l'autonomie et de coller au plus juste d'une mesure nécessaire, avec donc la possibilité pour le juge des tutelles dans sa décision de dire que le majeur, même s'il est sous tutelle, va conserver un îlot de compétences exclusives sur lequel vous n'aurez pas d'intervention en qualité de tuteur si par ailleurs c'est une tutelle qui est ordonnée. Donc la nécessité de regarder la mesure, la décision de manière très précise pour voir s'il y a des dispositions particulières, et se poser la question pour vous de co-signer un acte s'il s'agit d'un acte de disposition en matière de curatelle, de le signer seul en votre qualité de tuteur s'il s'agit d'un acte d'administration, ou de solliciter l'autorisation du juge des tutelles pour ce faire. C'est des choses dont vous êtes qui vous sont familières, je pense, qui sont même quotidiennes pour vous ou à peu près. Et pour ça, on a un outil que moi je consulte systématiquement, et je pense que pour vous c'est une bible aussi. C'est le fameux décret de 2008 qui a cette vertu d'avoir dressé une liste qui n'est certes pas exhaustive mais quand même assez précise d'actes qui sont considérés comme des actes d'administration ou des actes de disposition, avec dans ce décret une ventilation en deux annexes, la première où c'est une qualification irréfragable et la seconde avec une qualification réfragable. Et dans cette matière très compliquée qu'est le droit des successions, on a une chance, c'est que les actes qui sont prévus sont dans l'annexe 1, donc ils sont ventilés dans l'annexe des actes qualifiés d'administration ou de disposition de manière irréfragable. Donc ça doit vous donner un petit peu de confort, même s'il y a toujours des sujets, parce que sinon tout serait trop simple. Et s'agissant des actes d'administration, donc, qui vont vous incomber de signer en qualité de tuteur si vous agissez avec cette qualité-là. Il y a la notoriété, qui est un des premiers actes qui est effectué au stade de l'ouverture de la succession et qui est très riche puisque c'est là que figurera l'identité des héritiers. Il y a la déclaration de succession, il y a l'acceptation d'un legs, mais s'il est sans charge. Il y a aussi les attestations de propriété. Alors avec une nuance à apporter, c'est que moi, de ma pratique, ce que je vois se multiplier, c'est des attestations de propriété dans lesquelles figure une clause avec l'acceptation de la succession. Or là, du coup, on a une difficulté par rapport à la qualification de cet acte, parce que s'il y a cette clause avec l'acceptation, on bascule dans un acte de disposition, qui nécessite, pour que vous puissiez le régulariser, d'y être autorisé. Mais cela dit, c'est une singularité effectivement du décret du 22 décembre 2008, parce que l'attestation de propriété, c'est quoi? C'est en fait, on dit, voilà, telle personne hérite de telle autre, et à la suite de cet héritage, elle devient propriétaire du bien.
Donc automatiquement, par l'attestation de propriété, c'est le titre de propriété, c'est le nouveau titre de propriété. Donc automatiquement, c'est un acte de disposition, puisque ça, vous ne pouvez pas être propriétaire d'un bien successoral sans avoir accepté la succession. Donc c'est l'une d'effectivement, on ne peut pas faire autrement, c'est l'une des singularités de ce décret en fait du 22 décembre 2008. Parce qu'automatiquement, l'attestation de propriété, c'est un acte qui entraîne automatiquement acceptation de la succession pure et simple. Donc la précaution, c'est certainement de solliciter l'autorisation, et je ne pense pas que vous vous exposiez à une décision de n'y avoir lieu à statuer. Je pense que bien volontiers, les juges des tutelles vous rendront des décisions d'autorisation. Pareil, si vous êtes dans la situation de devoir solliciter la renonciation, un cantonnement ou le partage amiable, avec donc pour vous la nécessité, si vous êtes en charge, de déposer une requête auprès du juge des tutelles, et pour ce qui me concerne, le cas échéant, en qualité d'avocat, de déposer cette requête, avec toutes les difficultés auxquelles vous devez être exposé s'agissant des délais, parce qu'effectivement, en général, c'est des délais qui sont finalement assez courts pour régulariser ces actes, avec possiblement une pression des autres héritiers, parfois des diligences à effectuer immédiatement, notamment s'agissant de l'immobilier, et il faut quand même compter sur le délai de traitement par nos juges, avec la nécessité de bien les renseigner. Ils sont familiers de ces problématiques, mais dans une certaine mesure seulement, c'est pas leur corps de métier. Donc mais vous serez de toute façon en situation de joindre l'acte en projet établi par le notaire, ce qui doit faciliter la prise de décision par le juge. Et pour vous, le préalable nécessaire pour intervenir. Ça, c'est la situation où l'héritier dispose d'un régime de protection. Je dirais que c'est presque le plus confortable. Ce dont il a beaucoup été question ce matin, et c'est une difficulté auquel, en qualité d'avocat, on est également exposé, c'est lorsqu'on est en situation de majeurs vulnérables, mais qui ne sont pas protégés pour autant, et qui ne sont pas en situation de régulariser les actes, soit parce qu'ils sont dans l'inertie, soit parce qu'on considère qu'ils ne sont pas en capacité de le faire. Donc on a des mécanismes de droit commun, notamment sur les fondements de l'indivision. C'est aussi des situations où où le résultat va être ça va être le prétexte, ou en tout cas le point de départ à une demande de mise sous protection, avec parfois des demandes immédiates formées auprès du juge des tutelles, en l'occurrence la mise sous sauvegarde de justice et la désignation d'un mandataire spécial. Et là encore, vous revenez avec, pour le coup, des missions extrêmement particulières et précises, et la nécessité d'intervenir dans l'urgence. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette première phase, donc un petit peu en marge du sujet, mais qui, en tout cas, dans la pratique des cabinets, est finalement assez fréquente. Et donc, on a pensé que dans vos pratiques aussi, c'est des choses auxquelles vous deviez être confrontés avec. Alors, qu'en est-il, en revanche, lorsque vous vous trouvez confronté à la succession du majeur protégé? Alors, il y a deux volets, parce que le majeur protégé, il a pu vouloir aussi, de son vivant, anticiper la transmission de son patrimoine. Donc, ça peut se faire par trois volets. Il y a le problème des dispositions entre vifs, les donations, ou alors les testaments. Là, c'est pour l'avenir à son décès, mais ça peut être aussi le problème de l'assurance vie. Et l'assurance vie, il faut être très méfiant parce que c'est souvent une cause de responsabilité, notamment pour la clause bénéficiaire. Alors, pour les donations, là encore, lorsque le majeur protégé veut faire une donation, déjà, il faut être vigilant, c'est une notion à manier avec précaution, parce qu'une donation a pour caractère d'être irrévocable. C'est la fameuse disposition donner et retenir ne vaut, c'est-à-dire qu'une donation, une fois qu'elle est consentie, elle est irrévocable. Et c'est vraiment un acte de dépossession sans contrepartie de la personne vulnérable. Il fut un temps, jusqu'en 2006 et 2007, où la donation par un majeur protégé, elle était restreinte à une certaine catégorie d'héritiers qui était le conjoint et les descendants de la personne vulnérable. Et puis avec la loi de 2006 et de 2007, eh bien, le champ s'est considérablement élargi, il n'y a plus aucune dérogation. Alors, que peut-on faire? Comment a-t-on le droit de donner lorsqu'on est une personne en tutelle ou en curatelle? Alors, lorsqu'on est une personne en tutelle, eh bien, cette personne peut néanmoins disposer à titre gratuit, donc irrévocablement, avec l'assistance de son tuteur, ou en représentation, ou par représentation de son tuteur, avec l'accord du juge des tutelles. C'est d'ailleurs assez singulier, parce que vous pouvez non seulement assister la personne vulnérable, mais là, vous allez pouvoir le représenter. Ce qui est assez singulier, parce que quand même, une donation, c'est un acte personnel à la personne vulnérable qui entraîne vraiment une dépossession. Mais en tout cas, c'est ce que prévoient les textes. Qu'en est-il du majeur en curatelle? Eh bien, il peut consentir une donation,
sans l'accord du juge des tutelles, du moment que son curateur y consent. Donc c'est une assistance de son curateur. Alors, vous avez aussi le cas, imaginez, même si ça va en contravention du principe de subsidiarité, où la personne vulnérable est mariée, ce n'est pas son conjoint qui a été nommé tuteur ou curateur, et c'est vous qui vous trouvez donc tuteur ou curateur de la personne vulnérable. Et cette personne protégée, eh ben, elle veut avantager son conjoint. Donc, qu'est-ce qu'a-t-elle à sa disposition comme mécanisme ? Elle peut envisager, par exemple, le changement de régime matrimonial en adoptant une communauté universelle plus ou moins élargie avec clause d'attribution de la communauté aux survivants. Alors là, qu'est-ce que ça signifie ? C'est un mécanisme assez singulier où, en fait, au décès de l'un des membres du couple, eh ben, aucune succession ne s'ouvre par la clause d'attribution de la communauté aux survivants et on fait comme si les biens avaient toujours appartenu aux survivants. Il n'y a aucune succession qui s'ouvre. Le survivant est totalement protégé. Vous vous doutez bien que lorsque le majeur protégé a des enfants d'une précédente union, ce changement de régime avec clause d'attribution est certes possible, mais les enfants d'une précédente union ont à leur disposition une variété d'actions-réductions qui s'appelle l'action-tranchement. Concrètement, ça ne sert pas à grand-chose parce qu'on va le voir, c'est comme si le conjoint survivant, bon an, mal an, était titulaire d'une donation entre époux. Donc ça ne sert à rien, lorsque vous avez une personne vulnérable qui veut protéger son conjoint, de faire une communauté universelle avec clause d'attribution si le majeur vulnérable a des enfants d'une précédente union. Parce que c'est écraser une mouche avec un marteau, parce que la donation au dernier vivant revient strictement au même. Bon an, mal an. Hein. Donc vous pouvez avoir cette possibilité-là. Alors, ce que vous dit la loi du 5 mars 2007, parce que ça avait été un oubli de la loi de 2006, c'est que lorsqu'il y a un changement de régime matrimonial, eh bien, le tuteur doit absolument, bien sûr, assister la personne vulnérable, mais dans tous les cas, qu'il y ait une tutelle ou une curatelle, il faut l'autorisation du juge des tutelles. C'est l'article 1397, alinéa 7 du Code civil qui requiert cette autorisation du juge des tutelles. Hein, donc ce changement de régime matrimonial et qui nécessite maintenant une liquidation du patrimoine de la personne. Alors, ce que vous aurez aussi le plus souvent, c'est le majeur qui pourra gratifier son conjoint à l'occasion d'une donation au dernier vivant. Alors attention, les lumières qui s'allument, parce qu'une donation au dernier vivant, ça n'a de donation que le nom. En réalité, une donation, ce qu'on appelle la donation au dernier vivant chez les notaires, c'est une variété, ce qu'on appelle d'institution contractuelle. Ça a la valeur juridique d'un testament. C'est-à-dire que ça n'entraîne pas dépossession irrévocable au profit du conjoint survivant. Ça ne porte que sur les biens que la personne vulnérable laissera à son décès pour autant qu'elle n'ait pas changé d'avis ou qu'elle n'ait pas modifié son testament. Petite méfiance en parlant des donations entre personnes mariées, et puis au profit de compagnons d'ailleurs. Les donations entre vifs, c'est-à-dire irrévocables, hein, ce n'est pas la donation entre époux, que l'on fait à son conjoint, dorénavant, depuis la loi du 26 mai 2004, sont irrévocables. Et on ne peut pas prévoir, donc ça entraîne dépossession, hein, et on ne peut pas prévoir, ça a été annulé par la Cour de cassation, la clause selon laquelle on dit, bah voilà, je donne aujourd'hui à mon conjoint tel bien immobilier dont je suis propriétaire ou telle somme d'argent, en revanche, je reprends en cas de divorce. Cette clause a été jugée illégale, hein, comme contrevenant au principe de l'irrévocabilité spéciale des donations. Donc attention, quand un majeur protégé vous dit « je veux gratifier mon conjoint », pas de donation irrévocable au profit du conjoint, enfin, sauf cas particulier, pensez plutôt à la donation au dernier vivant, ce qu'on appelle la donation entre époux, qui en plus est annulée en cas de divorce cette fois-ci. Alors là, c'était les donations, hein, le changement de régime. Alors, qu'en est-il du testament ? Vous savez, là encore, révolution avec la loi 2007, le majeur en tutelle, il peut tester avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Et cette autorisation est requise, bien sûr, à peine de nullité. C'est-à-dire que si le majeur en tutelle a testé sans l'autorisation du juge des tutelles, le testament, bien sûr, est nul. C'est l'article 476 du Code civil. La personne sous curatelle, elle peut valablement tester. 3 observations.
Le testament, rappelez-vous les dispositions du Code civil, c'est un acte unilatéral et qui est éminemment personnel à la personne, qu'elle soit protégée ou pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'assistance possible, encore moins de représentation, bien évidemment. Peu importe la forme du testament, que ce testament soit holographe, c'est-à-dire écrit de la main du testateur, ou authentique, reçu par un notaire ou par deux notaires ou un notaire et deux témoins. Hein. Et attention, même s'il y a eu autorisation du juge des tutelles, eh bien, il n'en reste pas moins que le testament peut toujours être annulé pour insanité d'esprit s'il est démontré que la personne vulnérable n'avait pas ses capacités au moment de la rédaction du testament. Hein, on rappelle, c'est les dispositions générales du testament de l'article 901 du Code civil. Pierre, faut que j'aille vite, c'est ça? Je me dépêche. Non, mais j'ai fini bientôt. Alors, il y a aussi le cas particulier de l'assurance vie, hein, qui est malheureusement une des causes de responsabilité et beaucoup de déchirements dans les successions, vous le savez sûrement, parce que c'est un contrat, un mécanisme particulier qui est fondé sur la stipulation pour autrui. C'est-à-dire que la personne, le bénéficiaire du contrat, est censé détenir les capitaux au décès du souscripteur, non pas du chef du souscripteur, mais de la compagnie d'assurance. Donc, a priori, ça ne rentre pas dans la succession, sauf cas de primes manifestement exagérées. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tant que le contrat n'est pas dénoué, le souscripteur, on va dire ici que c'est notre personne protégée, elle bénéficie uniquement de deux prérogatives. La première, c'est de pouvoir racheter le contrat, sauf s'il y a eu une acceptation entre-temps du bénéficiaire désigné. Ça, c'est une réforme de 2007. Et puis, deuxième prérogative de notre souscripteur, c'est de modifier la clause bénéficiaire. Coup de projecteur sur deux arrêts relativement récents qui nous intéressent, nous. Premier arrêt, un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 15 mars 2007, où la Cour de cassation a indiqué que le tuteur pouvait solliciter du juge des tutelles l'autorisation de faire établir un avenant modifiant la désignation du bénéficiaire. Et même si le souscripteur n'était plus en mesure de le faire ou de faire valoir sa volonté. Donc le tuteur peut demander au juge des tutelles la modification de la clause bénéficiaire. C'est un arrêt de la deuxième chambre civile du 15 mars 2007. Puis arrêt beaucoup plus récent, de la première chambre civile du 19 mars 2014, qui vous intéresse aussi, donc c'est il n'y a même pas un mois, et qui dit que seul le tuteur peut solliciter du juge des tutelles la modification de la clause bénéficiaire. En fait, quel était l'effet ? C'était le concubin d'une personne vulnérable. La personne vulnérable avait gratifié par testament holographe. Et puis ce concubin, il avait été faire une requête au juge des tutelles en disant Madame ou Monsieur le juge, autorisez-moi à modifier la clause bénéficiaire à mon profit. Ça a été rejeté. Et la Cour de cassation rappelait que seul le tuteur avait la possibilité de demander cette modification de la clause bénéficiaire. Mais ça, méfiez-vous effectivement, parce que les modifications de clauses bénéficiaires sont une source récurrente de responsabilité professionnelle des mandataires judiciaires à la protection des majeurs. Alors, tu as quelque chose à dire, Charlotte, là-dessus ou pas? Alors, après, une fois que vous avez aidé votre majeur protégé à anticiper sa succession, malheureusement, il décède et il se pose la question, effectivement, de la continuation de votre mission. Donc, bien sûr, on le sait, l'article 393 du Code civil dispose que vous êtes déchargé de votre mission au moment du décès de la personne, je me dépêche Olivier, de la personne protégée, mais vous avez bien sûr des obligations éthiques et juridiques qui vous confèrent notamment 3 obligations principales. Quelles sont-elles, ces obligations principales ? La première, c'est de choisir un notaire et de transmettre le dossier à un notaire. Alors, comment ce notaire va-t-il être choisi ? Alors, normalement, le notaire, il a une compétence nationale. C'est l'article 1215 du Code de procédure civile, 1215 du Code de procédure civile, qui nous donne la réponse. Alors, que dit l'article 1215 du Code de procédure civile ? C'est que, normalement, c'est le notaire
choisi par les héritiers. S'il n'y a pas d'héritier connu, ça va être le notaire du défunt. Alors, on ne sait peut-être pas quel est le notaire du défunt. Puis vous savez que souvent, les gens ils font du forum shopping ou du notaire shopping. Ils changent de notaire. Non. Alors, ce que vous pouvez faire en revanche, vous pouvez saisir n'importe quel notaire, moi ça m'arrive souvent, en me disant Maître Cousigo, est-ce que vous ne pouvez pas interroger le fameux fichier des dispositions de dernière volonté? Vous le savez tous ce que c'est un fichier qui regroupe l'ensemble des testaments déposés chez les notaires de France et puis d'Italie, de Suisse et puis d'Allemagne, où on dit voilà, une personne a déposé tel acte chez tel notaire. Et on ne peut l'interroger qu'avec un extrait d'acte de décès. Et avec cet extrait d'acte de décès, vous saurez si la personne vulnérable a fait un testament. Et donc, vous pouvez dire, c'est ce notaire qui va être chargé de la succession. Mais voyez, on privilégie surtout l'accord des héritiers. Et puis, s'il n'y a rien du tout, l'article 1215 prescrit que vous vous adressiez au président de la Chambre des notaires du lieu de dernière résidence de la personne vulnérable pour qu'il vous désigne à tour de rôle un notaire qui sera chargé d'instrumenter. Or, bien sûr, vous prévenez le juge des tutelles de cette situation. Alors, le mandataire judiciaire, il a aussi la possibilité, c'est une prérogative importante, de délivrer un mandat de recherche des héritiers, alors strictement encadré. Le mandat de recherche a été strictement encadré par la loi du 23 juin 2006. Guillaume Reurig a dû vous en parler ce matin. La loi de 2006 sur les successions encadre strictement les conditions de saisine du généalogiste. Vous êtes habilité à saisir un généalogiste, tout comme un notaire, pour rechercher les héritiers. Puis, troisième obligation, c'est la fameuse reddition des comptes auxquels vous êtes astreint, aux héritiers ou aux notaires. Alors, reddition des comptes de quoi? De la période qui s'est écoulée jusqu'au décès et précédant celle de la dernière reddition des comptes, les comptes des 5 dernières années, l'inventaire initial et les modifications additionnelles qui ont pu éventuellement intervenir. Donc ça fait quand même des obligations importantes qui survivent après le décès et on s'aperçoit quand même que des revendications peuvent être effectuées contre des actes effectués du vivant de la personne vulnérable, n'est-ce pas Charlotte? J'enchaîne. Pour vous dire un point quand même sur ce terrain de l'anticipation, c'est pas que théorique et je sais pas quelle est votre expérience, mais là encore avec mon éclairage d'avocat, il faut pas considérer que parce que vous avez une personne qui est sous un régime de protection, elle va être empêchée de disposer d'une partie de son patrimoine et de gratifier des enfants comme elle avait l'habitude de faire ou comme elle aurait voulu le faire. Et je sais pas comment vous vous positionnez, mais il faut pas être frileux dans cette démarche ou en tout cas ne même pas vous autoriser à réfléchir à cette situation, considérant que les magistrats ne seraient pas en situation d'autoriser une donation. Mon expérience, c'est que ce sont des requêtes qui sont tout à fait présentables et qu'il y a des juges des tutelles qui autorisent. Donc peut-être que vous avez manifestement la même expérience. J'ai même été étonnée, moi, souvent de la facilité avec laquelle c'était fait, parce que nous, on est toujours un petit peu frileux sur les donations avec l'allongement de la durée de vie. Mais enfin, à chaque fois, bien sûr, c'est des personnes qui avaient un patrimoine confortable. Je vous rejoins, si vous me permettez. Il me semble que la finalité de la mesure de protection, c'est le retour au droit commun, c'est-à-dire qu'une personne protégée puisse faire comme tout un chacun avec les mécanismes de l'assistance et de la représentation. Je peux que vous rejoindre. Oui, c'est l'une de ses prérogatives. Souvent, c'est vraiment une demande essentielle de gratifier ou les petits-enfants ou les enfants. Donc il ne faut pas se priver de la possibilité de l'envisager et de le faire. Alors, s'agissant effectivement post-décès, là, les situations auxquelles on peut être confronté en qualité d'avocat, on va s'intéresser à la masse, effectivement, et à l'ampleur de la succession, et on va se poser la question de savoir s'il y a des choses à faire, s'agissant des actes qui ont pu être passés dans la période qui précède le décès. Alors, je ne vais pas vous parler des actes qui auraient pu être effectués par vous, mandataires professionnels, dans la mesure où, de ma compréhension, ça sera le thème de la table ronde qui suit. Je ne vais pas non plus vous parler des actes qui peuvent être effectués dans la période, dans les jours qui suivent le décès, parce que ça a été abordé par Madame Peterka et je trouve que c'était effectivement très intéressant parce que c'est des questions très, très pratiques. Mon propos, c'est davantage de vous parler des actes qui sont passés par le majeur et à partir du moment où il y a des héritiers qui sont en situation de se poser la question, et là c'est pour le petit clin d'œil à Guillaume Reurig de ce matin, parce qu'il y a aussi l'hypothèse, mais que je n'envisagerai pas, où il n'y a pas d'héritier
d'héritier. Et donc la question de la remise en cause possible des actes qui ont pu être effectués. Alors, il y a des situations où du vivant du majeur, il y a déjà des choses qui sont effectuées, possiblement d'ailleurs par votre intermédiaire, auquel cas ces actions elles vont se poursuivre. Mais il y a d'autres hypothèses où rien n'a été fait du vivant du majeur protégé et la question se pose post-décès. Alors, il y a simplement le principe. Il faut se poser la question de savoir s'il faut faire quelque chose, notamment au regard, et ça c'était la notion que vous avez soulevée, Madame Peterka, du respect de la volonté. Parce qu'il y a la problématique de la sécurité juridique, il y a la problématique de la volonté du majeur, que j'entends très bien. Moi, ce que je me dis aussi dans ma pratique, c'est que c'est certainement s'intéresser à la volonté du majeur que de se poser la question de savoir si les actes qu'il a régularisés, c'était effectivement sa volonté de le faire, ou s'il avait été parfaitement sain d'esprit, s'il aurait régularisé pareils actes. Donc, c'est pas être jusque-boutiste et tenter de remettre en cause l'ensemble des actes qui ont pu être effectués par lui, mais c'est s'interroger sur le point de savoir, et notamment au regard du respect de sa volonté. Et parfois, peut-être que la conclusion, ça sera qu'il ne faut rien faire. Mais parfois, il faudra se poser la question de faire. Et il y a beaucoup d'outils juridiques. Et là, je ne vais pas vous inonder de fondements, d'autant que c'est assez compliqué. Mais vous dire quelques petites choses toutefois, pour vous dire que il faut distinguer les fondements juridiques dont on peut disposer avant la mesure et alors que le majeur disposait d'une mesure de protection judiciaire. Avant la mesure, il faut faire une distinction. Il y a le droit commun et puis il y a un texte particulier si à cette période a succédé une mise sous protection. S'agissant du droit commun, il y a deux fondements juridiques. L'un que l'on applique lorsqu'on est en présence d'actes à titre onéreux, l'autre que l'on applique quand on est en présence d'actes à titre gratuit, dont il a déjà un petit peu été question. S'agissant des actes à titre onéreux, c'est donc les fameux articles dits de droit commun, les 414-1 et 2, où il est question de l'insanité d'esprit et où la sanction est la nullité de l'acte avec la difficulté particulière, quand on en est à ce stade, de prouver l'insanité d'esprit. Il y a parfois des situations qui peuvent paraître criantes, c'est pas toujours évident de rapporter la preuve nécessaire au juge pour lui permettre de conclure à l'insanité d'esprit au moment où l'acte a été passé. S'agissant de l'acte à titre gratuit, le fondement est différent, c'est l'article 901 du Code civil, mais là aussi, il y a la nécessité de prouver l'insanité d'esprit au moment de la signature, avec les difficultés que ça peut générer. Et lorsque, à cette période, donc postérieurement à cette période, une mesure de protection a été ordonnée, vous savez que s'ouvre à rebours une sorte de période suspecte d'une durée de 2 ans, où il y a un régime un petit peu différencié et la possibilité de solliciter, le cas échéant, la réduction s'il y avait une inaptitude notoire du majeur qui a souscrit, voire la nullité si on peut justifier d'un préjudice. Donc sur cette période-là, les fondements sont cumulatifs, droit commun et régime particulier. Et lorsque vous êtes post-mesure, les régimes diffèrent. Il y a des actes qui peuvent avoir été effectués par le majeur alors qu'il était sous sauvegarde de justice, sous curatelle ou sous tutelle. Et là, ce que je voudrais simplement vous dire, parce qu'encore une fois, l'idée, c'est pas de vous faire de vous donner une vision complètement exhaustive parce que c'est extrêmement compliqué. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que les fondements se cumulent. Et effectivement, c'est pas parce que vous êtes sous une période où il y a un régime de protection judiciaire que vous êtes privé des fondements de droit commun. Et plus loin, c'est pas parce qu'un acte a été autorisé par un juge des tutelles que vous n'êtes pas en situation de faire valoir sur le fondement du droit commun l'insanité d'esprit et de remettre en cause la validité de l'acte. Alors, c'est certainement... voilà, il y a de l'écriture, il y a de la doctrine là-dessus, avec des problématiques de sécurité juridique, etc. Mais il faut savoir que ces actes sont susceptibles d'être remis en cause, avec un impact donc direct sur la masse, avec aussi pour conséquence la durée des procédures, puisque ce sont des procédures au fond TGI, à l'échelle de la nécessité de résoudre des successions et le va-et-vient, les navettes entre le TGI et le notaire au gré des décisions et l'impact que ça peut avoir au vu du règlement de la succession.